C'est l'ours dont on a parlé? C'est celui qui, à l'eau, va attaquer un de nos corrals. Il sait que les hommes dorment encore ou sont à peine éveillés. Il paraît qu'il a même blessé sérieusement quelques Indiens. Il a tué plusieurs chevaux. Est-ce vous-même qui l'avez tué, monsieur le président? Oui, à mon grand regret. Pourquoi à votre grand regret, monsieur le président? Parce que c'est un bel animal. Et qu'il était dans sa vallée. Cette vallée lui appartenait et c'est nous qui sommes les intrus ici. Nous sommes habitués à des bêtes sauvages qui s'enfuient à l'approche d'hommes armés. Le grizzly américain, lui, n'a peur de rien. Ni de l'homme, ni des fusils, ni de la mort. Avez-vous l'intention d'en faire un tapis pour la Maison Blanche, monsieur le président? Jamais de la vie. Non, j'ai l'intention de le faire empailler et de l'exposer au musée Smithsonian. Je trouve que le grizzly d'Amérique est le symbole du caractère américain. La force, l'intelligence, la férocité. Un peu aveugle et téméraire parfois, mais courageux. Chacun le reconnaît. Et puis j'ajouterai encore un trait qu'il complète. Lequel, monsieur le président? La solitude. Ce puissant ours vit en solitaire. On n'a jamais pu l'apprivoiser. Toujours seul, il n'a aucun allié, seulement des ennemis dont aucun n'est aussi grand que lui. Vous semblez croire que ce trait peut s'appliquer aux Américains. Bien sûr. Le monde ne nous aimera jamais. On nous respectera, parfois même on nous craindra, mais nous aimer jamais. Car nous avons, comme l'ours, trop d'audace, un peu d'aveuglement et trop de témérité à certains moments. Tony. Ouais. T'as vu ça? Il se passe la même chose dans le film. Ah, t'inquiète, c'est de la merde ce film. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose d'important. C'est quand t'as dit il est 9h, c'est ça? C'est ça qui est important? C'est vrai, remarque, 9h c'est assez important comme horaire parce que c'est l'heure d'aller dormir. Remarque, une fois, je me souviens, il était couché vers minuit 10. Pourtant, moi j'étais fatigué après. Oh, j'y passerai des jours, des nuits, des mois s'il le faut. Ah non, de Dieu, bordel de merde. Oh, tu m'entailles. Tu m'en fous. Oh, je suis fou. Oh, proche de Dieu. Oh, ton cul. C'est mon génie. Chrome. Je ne t'ai jamais prié de toute ma vie. Je n'ai jamais su le faire. Personne. Pas même toi ne se souviendra si nous étions des hommes bons ou mauvais. Pourquoi nous nous sommes battus et pourquoi nous sommes morts. Non. Ce qui compte, c'est que deux hommes se sont dressés contre beaucoup d'autres. Voilà ce qui est important. Tu aimes la vaillance, Chrome. Alors réponds à ma prière. Accorde-moi la vengeance. Et si tu ne veux pas m'entendre, que les démons t'emportent. Bonjour et bienvenue, vous écoutez Le Cinéma est mort, l'émission anarchiste zen de Canal B avec bien entendu le docteur Moreau. Bonjour Antonin. Chrome les kids. Chrome les kids, une émission en deux parties consacrée à l'un des bonhommes les plus importants du cinéma américain, qui est malheureusement le plus fascinant. Le plus fascinant, oui, c'est vrai. Mais moi je reste convaincu qu'il a vraiment été très important jusqu'à aujourd'hui, puisque c'est une influence de Mel Gibson. Paf, déjà placé. Ça y est, ça se fait. John Milius, que malheureusement peu de gens connaissent ou que beaucoup de gens ont oublié. On a eu la preuve. Disons que c'est surtout que beaucoup de gens, personne ne connaît son nom, mais par contre tout le monde connaît son travail. Ça c'est une évidence. On va tout de suite d'ailleurs, avant même d'en parler un peu plus, écouter justement 2-3 répliques inspirées ou écrites par John Milius, qui vont vous donner une petite idée en fait de l'importance et de qui est ce personnage. I'm John Milius. I'm a filmmaker, a historian, and a storyteller. I love the smell of napalm in the morning. Smokey, on n'est pas au Vietnam, on est au bowling, on joue selon les règles. You've got to ask yourself one question. Do I feel lucky?
punk. I'm John Milius. I'm a screenwriter and director and a gun fanatic. Voilà, c'était donc un petit mélange de quelques répliques écrites ou inspirées par John Milius. On a pu entendre donc ce fameux passage d'Apocalypse Now, ce fameux extrait de The Big Lebowski, le personnage de Walter dans The Big Lebowski étant évidemment inspiré par John Milius. On en reparlera peut-être un petit peu d'ailleurs dans cette émission. John Milius, les frères Coen voulaient confier un rôle dans Barton Fink, le rôle du producteur, à John Milius, mais devant l'ampleur des dialogues, John Milius a dû refuser. Voilà. Et puis cet extrait de l'inspecteur Harry, lui aussi écrit par John Milius, même s'il n'était pas crédité d'ailleurs au scénario. On en reparlera de toute façon dans cette émission aussi, parce que c'est un événement, enfin c'est un épisode de sa vie assez merveilleux, je trouve, une anecdote absolument succulente, comme beaucoup d'ailleurs d'anecdotes concernant John Milius, qui a lui-même forgé sa propre légende, très importante. On ne sait pas exactement d'ailleurs tout ce qui est vrai, tout ce qui est faux, mais il y a des choses qui sont confirmées par pas mal de témoins, comme cette histoire de l'inspecteur Harry où justement il s'est fait payer avec non pas par de l'argent mais par un flingue. Il a demandé un flingue en échange de l'écriture du scénario de l'inspecteur Harry. Un flingue à $2000. Voilà. John Milius, donc on va consacrer 2 émissions à ce personnage. Vous pouvez les réécouter évidemment sur le site de Canal B. On va tout de suite démarrer cette émission avec une petite biographie, mais avant ça, quand même préciser que le gros problème, il n'y a pas de référence d'ouvrage de référence, pardon, j'en bafouille, sur John Milius. Ça n'existe pas en tout cas en France, mais même aux États-Unis, on trouve des interviews, beaucoup de Milius, mais il n'y a pas un ouvrage comme beaucoup de bonhommes de sa génération, Scorsese, Coppola, Lucas, Spielberg, ont eu tous moult ouvrages qui leur ont été consacrés. Milius n'a jamais vraiment eu le droit à ça. Savoir que oui, c'est donc du coup il n'y a pas vraiment d'ouvrage, si ce n'est le premier, parce que voilà, John Milius, qu'il faut vraiment situer, c'est qu'il fait partie de la bande du nouvel Hollywood, c'est-à-dire le noyau dur, les Coppola, Scorsese, De Palma, j'en oublie, Spielberg et George Lucas. C'est vraiment des copains, c'était les copains, c'était vraiment le noyau dur, c'est-à-dire la première génération qui sortait de l'école de cinéma. Évidemment, dans le nouvel Hollywood, il y a aussi les Friedkin, les Penn, les Pollack et compagnie, mais ce noyau dur-là, avait en commun qu'ils sortaient tous d'école de cinéma, et Milius était même à l'école, à l'USC, avec George Lucas. Et quand cette génération est arrivée, a eu en main plusieurs des budgets à Hollywood et ont sorti leur premier film, Milius occupait une place relativement centrale, d'une part parce que c'est le second après Coppola, qui est donc l'aîné de tous ces gens-là, qui a 6 ans de plus, à être rentré dans la citadelle, pour emprunter ces mots-là. Voilà, la citadelle était bien branlante, on l'a assiégée. Milius est le premier à avoir eu à être payé des milliers de dollars pour des scripts. Et voilà, en tout cas, il fait vraiment partie de cette bande-là, ce qui fait que le premier bouquin quand même sorti à l'époque, c'était un bouquin de Linda Pye, je sais plus le nom des auteurs, en tout cas ça s'appelait Les enfants terribles du cinéma américain, c'est une appellation qui est assez restée, et Milius était aux côtés de Scorsese. Il y avait même pas De Palma, il me semble, là-dedans, alors que maintenant De Palma est reconnu comme faisant vraiment partie intégrante de cette génération-là. Il me semble que De Palma n'était même pas trop présent dans ce bouquin-là. Milius, lui, occupait une place centrale. Et si on prend de l'autre extrémité, c'est-à-dire le dernier bouquin de référence sorti sur cette période des années 70, à savoir le bouquin de Jean-Baptiste Thoret, à aucun moment il n'est fait mention de John Milius. Il y a une raison à ça. Et d'ailleurs, on en parlait aussi même dans le livre de Biskind, de Peter Biskind, sur le nouvel Hollywood. Comme tu me le disais, Milius est souvent cité, mais juste en termes de témoins, en fait. Oui, c'est ça. C'est plus une source plus qu'un sujet. C'est vrai que le nouvel Hollywood, qui est un bouquin assez fascinant à lire, qui est vraiment un bouquin de gossip total, avec sur les aventures sexuelles, les petites malversations financières de toute cette bande-là. Voilà, Milius, on voit bien que c'est la balance totale. C'est lui qui livre plein d'anecdotes, mais à aucun moment, Biskind s'intéresse vraiment au travail de Milius. Mais alors que c'est vrai qu'à l'époque, c'était quelque chose. Il occupait une place centrale, ne serait-ce parce que voilà, c'est quelqu'un qui a fait des films extrêmement violents, c'est que c'était assez nouveau à Hollywood à l'époque-là. Il a été la cible privilégiée de critiques très influentes comme Pauline Kael, une critique du je sais plus quel magazine, New Yorker ou quelque chose comme ça. Ouais, au New York Times, je sais plus. En tout cas, c'était vraiment la critique très influente. C'était la seule critique aux États-Unis, en grosso modo, qui pouvait correspondre à ce qu'étaient les cahiers du cinéma un peu en France, qui avait vraiment une influence sur les cinéastes eux-mêmes. Ils allaient lire ces critiques, et c'est vrai qu'elle a qualifié
plusieurs fois, je crois, Milius de fasciste. Alors c'était parfois un fasciste chic ou juste un fasciste violent, mais en tout cas c'était le cinéaste fasciste par excellence. Et quand elle parlait de l'inspecteur Harry comme d'un film fasciste, elle faisait amplement référence à Milius lui-même, qui a donc écrit qui a écrit l'inspecteur Harry sous couverture. Hein, ouais, c'est un peu ça. Et du coup, pour revenir un petit peu sur le bouquin de Toret dans les années 70, il y a une raison pour laquelle vraiment le Milius n'est pas présent dedans, c'est que là où Milius n'a pas connu une postérité dans la mémoire collective, c'est que c'est quelqu'un qui est complètement anachronique. C'est vrai que Toret lui dit souvent que voilà, on peut faire un film des années 70 même en 2005. Il dit voilà, Michael Mann fait toujours des films des années 70. C'est vrai que Milius, même dans les années 70, lui il faisait pas du tout des films des années 70. On pourrait même dire c'est les années 50 qu'on retrouve dans les années 80 d'ailleurs. Ouais, c'est ça. C'est vrai qu'il va être dans une position d'entre-deux où on sent bien que lui il veut faire un cinéma qui est vraiment inspiré par les anciens. Lui, il a été complètement marqué à mort par Kurosawa. Je développe. Et c'est vrai qu'il va faire rentrer pour quand même balancer les titres de sa filmographie les plus connus. Voilà, il va faire rentrer le cinéma dans les années 80 avec Conan le Barbare, par exemple. Voilà. On va développer même un peu tout ça parce que il est quand même. En tout cas, ce que je voulais dire, c'est que avant que tu fasses déjà le résumé de 2 heures d'émission en 3 minutes, il s'agissait de dire que donc Milius n'a pas la place qu'il mérite. C'est évident dans l'histoire du cinéma en France comme aux États-Unis, hein, je pense, même si ses copains Spielberg, Lucas et les autres continuent de dire l'importance qu'il a pu avoir pour eux, que la seule chose qu'on a pu recevoir, c'est un documentaire qui est sorti en 2013 qui s'appelle tout simplement Milius, mais qui même en France du coup n'a même pas eu le droit à une diffusion, une sortie DVD ou quoi que ce soit, et même quand on cherche sur internet, le film est disponible, mais on ne trouve aucun sous-titre par exemple, alors qu'on sait très bien sur internet maintenant que le moindre petit objet, s'il a de l'intérêt pour un geek ou pour n'importe qui d'ailleurs, tu trouves très facilement des sous-titres. C'est pas le cas pour ce documentaire qui est bourré de défauts. Moi, c'est pas dans la forme, c'est pas un documentaire que j'aime, que j'irais défendre, qui a son seul intérêt, c'est clairement son sujet, c'est Milius, et c'est de le voir, et c'est voilà. Mais dans la forme lui-même, c'est un documentaire que je trouve assez nul, assez pourri, même si évidemment c'est efficace. Il est bourré de facilité, mais il est d'une efficacité redoutable. Non, mais c'est très. J'ai encore pleuré en le regardant ce matin. C'est très très efficace. Ça, c'est évident, et de voir Milius, par exemple, donc le film sorti en 2013, il y a beaucoup d'images qui ont été tournées en 2010, par exemple, quand il a eu son attaque cérébrale. C'est évident que c'est bouleversant. On en reparlera aussi plus tard. Et ça reste un film du coup qui est une référence puisque c'est l'un des rares objets qui rentre dans le vif du sujet justement. Milius, on va quand même poser quelques bases avant de parler vraiment de vraiment de ce qu'il a apporté au cinéma. Alors pour donner rapidement un petit sommaire quand même dans cette première émission, on parle vraiment du coup de ses collaborations, de ses scénarios, parce que c'est un bonhomme comme il le dit lui-même d'ailleurs quand il se présente, c'est un type qui raconte des histoires, un storyteller. C'est un scénariste, c'est son apport le plus important, je pense, à cette époque-là, c'est vraiment son travail de scénariste plus que son travail de metteur en scène, dont on parlera plus tôt du coup dans la deuxième émission que vous pouvez retrouver de toute façon sur le site de Canal B. Quelques bases biographiques quand même sur Milius qui restent importantes parce ça va vraiment travailler tout ce qu'il va écrire et tout ce qu'il va filmer. Donc le bonhomme est né en 44, fin de la Seconde Guerre mondiale. Il grandit dans le Missouri. Son papa, quand il a 7 ans, décide de vendre son magasin de chaussures et de déménager en Californie. Là, du coup, il va passer les premières années de son adolescence. Il va découvrir le surf. Ça va être très important, le surf pour John Milius. Et puis il est envoyé dans une école parce que il est un peu difficile comme garçon, voilà, c'est un garnement. Donc il est envoyé dans une école. Il fait que de surfer, il va plus à l'école. Dans le Colorado. Et là, du coup, il va se trouver dans le Colorado. Donc, le Colorado, c'est un état quand même encore un peu sauvage. C'est magnifique le Colorado. Et c'est vraiment donc les montagnes, les forêts. Et là, du coup, Milius va lire énormément, va découvrir beaucoup d'auteurs qui vont être et qui vont rester extrêmement importants dans toute sa vie. Alors, évidemment, il y a Conrad avec Au cœur des ténèbres. Voilà, donc Milius sera le scénariste et vraiment l'auteur même d'ailleurs d'Apocalypse Now, réalisé par Coppola en 79. C'est à cette époque-là que lui découvre du coup, quand il est au Colorado, quand il est adolescent, qu'il découvre Conrad. Et il raconte des anecdotes merveilleuses, alors notamment dans une interview justement qui est sur les bonus du Blu-ray d'Apocalypse Now. Un des meilleurs bonus de l'histoire de la vidéo. Oui, je pense. Donc c'est une interview de John Milius par Francis Ford Coppola.
Donc c'est merveilleux quand même de se dire que c'est Coppola qui va interviewer John Milius en introduisant d'ailleurs cette interview qui dure pas loin d'1 heure je crois, en disant bah voilà tout le monde me félicite pour Apocalypse Now, sauf que j'arrête pas de dire aux gens du coup depuis 40 ans que bah c'est toi l'auteur, c'est John Milius. Ce que les gens retiennent, il dit ça dans ces termes, mais c'est assez important. Oui. C'est ce que les gens retiennent de Apocalypse Now, c'est ce qui vient de toi, c'est-à-dire les répliques, certaines scènes, voilà. Voilà, en sachant que donc faut vraiment aller déjà avoir le Blu-ray rien que pour cette interview en fait ça vaut le coup. Tout ce qu'on retient d'Apocalypse Now jusqu'à la musique, hein, c'est-à-dire que toute la musique, que ce soit les Doors ou Wagner, c'était déjà dans le scénario de John Milius qu'il a écrit à la fin des années 60, alors que la guerre du Vietnam battait son plein, que c'était le boom de la guerre du Vietnam. Et voilà, tout ça c'est de John Milius. Et il raconte dans cette interview donc qu'il a découvert au cœur des ténèbres quand il était dans le Colorado, et que quand il a lu ce truc-là, ça l'a rendu complètement taré. Il avait envie de grands espaces, de se confronter à la nature, de se confronter à ses peurs, et du coup qu'il sortait la nuit, qu'il allait dormir dans les bois. Mais il a fait une fugue dans la montagne pour vivre dans la montagne, voilà, comme ça, avec sa bite et son couteau. Non mais voilà, et qui se au départ il partait avec un fusil, il partait armé je crois, et il dormait au pied d'un arbre en imaginant qu'il y avait des Indiens ou des ours qui allaient débarquer en pleine nuit et qu'il fallait être prêt à les avoir, à se défendre contre eux. Et au fur et à mesure, il se déchargeait de ses armes en fait. Donc au départ, il venait avec un fusil, après il venait juste avec un couteau, prêt à du coup à éventrer l'ours qui viendrait l'attaquer. Et puis au final, il plantait l'ours dans l'arbre, il plantait le couteau dans l'arbre en se disant non, j'utiliserai pas le couteau, je tuerai l'ours à main nue s'il le faut. Et c'est un bouquin qui l'a vraiment marqué. C'est pas le seul. Il le raconte aussi très bien en termes d'influence littéraire. Il a été très influencé par Sur la route de Kerouac et par Moby Dick. Après, on peut vraiment voir beaucoup de liens entre Moby Dick, par exemple, et puis justement Au cœur des ténèbres, hein, vraiment cette recherche du monstre, hein, que ce soit Kurtz ou justement le Moby Dick, il y a vraiment quelque chose de très primitif en fait, d'archaïque. Voilà, c'est ce qui va intéresser John Milius. Et d'archaïque, mais surtout c'est cette puissance en fait de cet objet à laquelle qu'on vise, qu'on a en horizon, parce que clairement Milius, et ça aussi il l'a beaucoup répété. Alors l'autre référence dont on n'a pas encore parlé, mis à part le documentaire, c'est les fiches John Milius de Série Z qu'on peut retrouver sur le blog de Série Z. Énorme travail de Série Z, donc voilà, graphiste, aussi journaliste dans le Arg, qui a écrit d'ailleurs un article sur John Milius dans un des numéros de Arg, qui a fait un travail de compilation de différents entretiens de John Milius. On renverra dessus par un lien sur le site de Canal B. C'est un travail absolument extraordinaire. On y reviendra au cours de toutes ces émissions, mais c'est une usine à anecdotes, ce bonhomme-là, toutes plus truculentes les unes que les autres. Et voilà, donc ça, c'est tout un travail qui a été assez pratique pour préparer cette émission. Voilà, mais il compile, donc il y a 100 fiches John Milius avec beaucoup d'extraits d'interviews où Milius affirme lui-même que il est Kurtz, il avait envie, il a toujours eu envie d'ailleurs d'être cette puissance que représente Kurtz dans Au cœur des ténèbres. Et d'ailleurs, c'est amusant de rendre compte que dans son scénario d'Apocalypse Now, il a changé tous les noms des personnages, il a beaucoup changé de choses parce que Au cœur des ténèbres, ça se passe en Afrique, ça se passe dans l'ère coloniale, tout le bordel. Même le personnage de Kurtz, ça a peu de choses à voir. Mais la seule chose qu'il a gardé justement, c'est ce nom Kurtz. Il a changé tous les autres, mais le Kurtz, il a gardé ce nom-là. Il y a une fascination claire pour quand même ce personnage qui justement repose sur finalement la fascination qu'ont le reste du monde pour lui, quoi. Et lui, il a toujours rêvé d'être ça, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Et tu le garderas. Là, de toute façon, dans Apocalypse Now, on va retrouver les deux traumas originaux de John Milius, parce qu'il y a donc celui-là qui est vraiment un trauma littéraire, où il va vraiment aller s'enfoncer dans la forêt et décider de vivre, de retrouver un état primitif. Et puis dans Apocalypse Now, c'est évidemment un film qui transpose Au cœur des ténèbres pendant la guerre du Vietnam. Et alors ça va être le deuxième. C'est un travail qu'il a fait quand il était déjà arrivé du coup à la fac. C'est ça, qui était déjà arrivé à USC. Parce qu'avant ça, il a eu donc un autre trauma avant d'arriver à la fac. Oui, c'est ça. C'est qu'en fait, du coup, là, après, il grandit, il revient en Californie. À un moment, il me semble qu'il se retrouve à Hawaï. Il se trouve devant une rétrospective des films de Kurosawa. C'est après. Ah oui, non, ça c'est après. Ouais, en tout cas, il avait déjà commencé USC, donc c'est-à-dire l'école de cinéma. Non, même pas. Non, si je retrace bien ça. Donc, il était au Colorado, il est revenu en Californie, il fait du surf. Il voulait absolument, en fait, donc la guerre du Vietnam a démarré, c'est en 65.
si j'ai pas de conneries, la guerre du Vietnam démarre, et lui il veut s'engager, il veut aller faire la guerre, et il est convaincu du coup que non seulement il va aller faire la guerre, mais qu'il va mourir là-bas. Ça, il en est convaincu. Donc il s'engage, il est engagé dans la Navy, je crois. Il savait déjà qu'il faisait de l'asthme, mais il a rien dit, et puis il espérait que ça passerait inaperçu. De toute façon, il faisait pas beaucoup de crises d'asthme. Ça, c'est ce qu'il raconte dans l'interview, notamment avec Coppola. Donc, et en fait, tout se passe bien jusqu'à ce qu'il fasse une crise d'asthme, justement, et il est rejeté. Il ne pourra pas faire la guerre du Vietnam. Et là, du coup, c'est un choc, et il passe son temps, du coup, après ça, du coup, il sait pas ce qu'il va foutre. Et il avait prévu de mourir à 26 ans. Enfin, en tout cas, de pas vivre après 26 ans. Voilà, il avait, à l'époque, du coup, il avait même pas 20 ans, hein, du coup, il avait 17, 18, il devait avoir 18 ans à cette époque-là. Il avait prévu de mourir, il savait pas ce qu'il allait foutre, du coup, et il déambulait, et il s'est retrouvé, dans ses déambulations, à aller dans un cinéma et à voir les 7 samouraïs de Kurosawa. Et à se prendre une grosse claque dans la gueule, et à se dire, bon, bah, d'accord. Si je peux pas être général, je serai réalisateur. Mais c'est ça. Je peux pas aller faire la guerre du Vietnam, et ben, je vais, et alors, je dis pas réalisateur forcément, mais en tout cas, artiste, travailler dans le cinéma, et raconter des histoires, voilà, c'est ça que j'ai envie de faire. Et il se lance dans cette école, du coup, l'une des c'était les débuts de l'école de cinéma en Californie, du coup, parce que comme je le disais juste avant, les générations d'avant, c'est des gens qui travaillaient à la télé, donc c'était Arthur Penn, Peckinpah, Frankenheimer, c'est des gens qui avaient bossé à la télé, ou alors qui faisaient le trajet normal, comme en France d'ailleurs, assistant réalisateur, puis réalisateur, tout le bordel. Là, ça lançait, donc c'était fin des années 60. On était en 67, 68, 67 d'ailleurs. Voilà, les débuts de l'école dans la Californie du Sud, et ils se retrouvent dans une classe avec Spielberg, avec George Lucas. Pas Spielberg, mais avec George Lucas. Ouais. Ah, il y avait Paul Douris par contre avec lui, Randall Kleiser. Et voilà, ils se retrouvent dans cette école. C'est quand même une bonne session, hein. Et bah voilà. C'est vrai qu'avec Coppola, il était 5 ans plus tôt, lui il était avec Jim Morrison en classe. Oui, voilà. Et ça, c'est un truc dont d'ailleurs parle beaucoup, enfin, que raconte aussi Milius, notamment quand il écrivait le scénario d'Apocalypse Now, pas longtemps après, hein, c'est début 70, fin 60, début 70 qu'il écrit Apocalypse Now. Ça mettra du temps à se faire, ce film, mais que quand il écrivait le film, il écoutait le premier album des Doors et Wagner. C'était les deux trucs qu'il écoutait en écrivant le scénario, et qu'il avait été voir, alors c'était soit Raymond Zarek, soit Jim Morrison, pour leur dire, ouais, votre album, il est super, c'est un album qui est fait pour la guerre, quoi. Et ce qui avait complètement, ça les avait rendus fous, parce que pour eux, c'était l'inverse. C'était un truc de hippie, c'était, donc c'est le truc, voilà, pour revenir, ça nous permet vraiment de placer un peu le personnage Milius, et voilà, la problématique Milius, c'est que c'est justement quelqu'un qui est complètement à contretemps. Il est en Californie, en plein milieu des années 60, avec le désespoir de ne pas être allé à la guerre, alors qu'il est dans un milieu qui, au contraire, une sorte de berceau de la contre-culture, où l'idéologie va plus à une idéologie hippie, c'est-à-dire voilà, peace and love. Il raconte aussi dans plusieurs documentaires à quel lui qu'il a inventé le détournement du signe peace and love en l'inclinant un petit peu pour le transformer en bombardier B-52, voilà, et en remplaçant Nirvana No par Apocalypse Now, voilà, pour créer des badges. Mais voilà, c'est quelqu'un qui d'un coup affiche des opinions politiques. Il est convaincu que c'est de la contre-culture pour le coup, parce que la culture dominante, pour c'est lui, les hippies. Pour lui, il est en Californie. Pour lui, dire ça, être de belliciste et regretter de ne pas mettre la guerre sur un piédestal, pour lui, c'est évidemment être complètement contre-culturel. Et lui, il passe son temps avec des soldats, avec des vétérans, voilà, qui reviennent de la guerre, et il se nourrit de tout ce qu'il leur raconte. Il se nourrit de tout ça, voilà, et il vit la guerre vraiment en même temps par. Et donc, on a toujours des tas de témoignages super rigolos de tous ses potes qui rencontrent à cette époque-là les Spielberg, les Coppola et compagnie, qui se disent mais voilà, mais qui c'est ce type-là qui se balade toujours avec des flingues ou avec des planches de surf dans sa bagnole ou avec des sombreros et qui nous balance des trucs sur la guerre et tout ça, alors que évidemment l'idéologie n'était pas du tout là-dedans, on était vraiment dans quelque chose de au contraire très progressiste, pacifiste. Et voilà, John Milius est là-dedans, mais fait figure, et c'est en ça qu'il faut vraiment rendre justice à la place de ce bonhomme-là, c'est que autant toute cette génération, les Scorsese, De Palma, Spielberg, c'est vraiment, on peut vraiment les voir comme des sortes de geeks. C'est des gens qui sont parmi les premières générations de cinéastes cinéphiles, des gens qui connaissent extrêmement bien le cinéma, mais peut-être très peu la vie. Pour aller très très vite, on a presque l'impression que c'est une bande de puceaux qui rencontrent deux figures tutélaires qui sont d'abord Coppola, qui est un peu leur aîné, qui a travaillé pour les studios assez tôt par ses scénarios, le scénario de Patton, de Paris Brûle-t-il,
Il a déjà fait des films pour Roger Corman, qui est donc la petite firme de films d'exploitation. Voilà, c'est quelqu'un qui s'est introduit assez tôt là-dedans. Milius, lui, est aussi une figure absolument conquérante. C'est une figure, voilà, pas du tout de figure de pucelle, quoi. C'est vraiment ce truc-là, et qui a fait qui a beaucoup impressionné toute cette génération-là. Il faut aussi inclure Paul Schrader, qui est cinéaste, et qui est aussi le scénariste de Taxi Driver, qui lui sort de chez les Mormons, qui est donc une étude ou je ne sais plus quelle secte chrétienne, et qui lui voilà, est complètement sous l'emprise du charisme de John Milius, qui leur présente des nanas, qui leur voilà, et qui a une grande gueule, voilà, tout simplement, et qui va avoir une importance considérable dans tout leur travail, dans leur scénario, dans leur première mise en scène, et c'est là-dessus où il a une place vraiment prépondérante. Il y a un vrai ciment, c'est John Milius dans toute cette génération. Alors on va en parler encore tout à l'heure, mais c'est le fait qu'il a non seulement participé au projet d'un peu tous les gens de son époque, mais aussi de la génération suivante, hein. Mais le fait est que, comme tu le disais, donc parmi tous ces jeunes, parce que même si Spielberg n'était pas dans leur classe, le fait est que ils forment un petit groupe quand même avec Lucas et Spielberg notamment. Ils sont tous les trois un peu vachement copains. D'ailleurs, ils le resteront à s'échanger après des points de pourcentage sur leurs films à l'époque de Star Wars notamment. Le fait est que Milius va être le premier justement à se faire engager de ce petit groupe, hors Coppola qui est donc leur aîné, mais de ce petit groupe va se faire engager par un studio pour écrire des scénarios justement. D'ailleurs, c'est des scénarios un peu pourris, un espèce de films d'exploitation des 12 salopards. Oui, c'est pour AIP, quoi. Enfin, pour American International Pictures, la firme de Corman. Ouais. Voilà, lui-même dit que c'est des trucs de merde, hein. C'est tout pourri ce qu'il a pu faire. Sauf que, donc, il en fait quelques-uns comme ça. Et puis, à un moment, il se met à écrire pour lui-même et il va commencer à vendre, pour le coup, des scénarios. Et je crois que le premier, avant le Dirty Harry, c'est justement Jeremiah Johnson. Il écrit Jeremiah Johnson, qui à l'époque s'appelle The Killer Crow, ou The Crow Killer, le tueur de corbeaux, ou le corbeau tueur, qui est donc l'histoire de Jeremiah Johnson, mais contrairement au film que va en faire Sidney Pollack avec Robert Redford, a priori le scénario de Milius est beaucoup plus une boucherie quand même. C'est l'histoire vraiment d'une vengeance d'un type qui vit dans la nature, qui va, quand sa femme et sa fille et son enfant en tout cas se font massacrer, le premier truc qu'il va faire c'est manger un arbre, qui se balade tout nu dans la neige en train de manger un membre humain, des choses comme ça que Pollack ne filmera absolument pas évidemment. Pollack est incapable de filmer ça, c'est quelqu'un de très propre quand même si le film recèle un ou deux moments, notamment sur la fin, de très court, mais d'une vraie brutalité, où là, pour le coup, tu ressens vraiment le Milius, mais même, de toute façon, le retour à la nature. Ouais, tu sens vraiment le Milius, le bonhomme qui décide de se perdre dans la nature. Le truc de base, c'est clairement, pour le coup, ce que Milius a vécu, et dans tous ces scénarios plus tard, de toute façon. En sachant que voilà, faut voir que ce retour à la nature là, c'est pas du tout le retour à la nature du hippie. Ah non, il y a vraiment la nature est douloureuse. C'est ça la différence, c'est que c'est là où Jeremiah Johnson est plutôt intéressant. C'est que lui, évidemment, quand Jeremiah Johnson, c'est purement un western révisionniste, c'est-à-dire qu'on va retravailler par toute l'idéologie et la contre-culture des années 70 le genre du western, pas filmer les Indiens correctement, voilà, redonner sa place à la nature, filmer un petit peu, filmer les pionniers, la vie des pionniers telle que c'était vraiment et pas de façon mythifiée. Tout ce truc des années 70 qui était au contraire pas du tout dans le mythe, pas du tout et au contraire de détruire les mythes pour montrer un peu la réalité. Lui, Milius, c'est pas qu'il veut détruire les mythes. Lui, au contraire, il veut restaurer une sorte de mythe archaïque ou je sais pas quoi. Ce qui va engendrer Délivrance et beaucoup de films voilà, dans le genre. Plein de choses comme ça. Tout le cinéma des années 70, c'est un cinéma au contraire anti-héroïque, voilà, qui va montrer une nature un peu sèche et tout ça. Lui, il veut chercher la transcendance dans la confrontation avec les éléments. Voilà, il veut chercher quelque chose comme ça. C'est au cœur des ténèbres, hein, déjà. Voilà, c'est vraiment parce qu'au cœur des ténèbres, le bouquin, ça parle de ça, voilà, de se plonger au cœur de sa peur. Voilà, donc lui et Jeremiah Johnson, on est plus dans un truc un peu à la Little Big Man, qui est plutôt, enfin voilà, c'est plutôt un très bon film, hein, Jeremiah Johnson, mais on sent bien, il est très bon parce qu'on sent bien les apports de Milius, mais il est pas du tout miliusien jusqu'à la lettre, quoi. On le sent bien qu'il est plus dans il se rapproche plus de Little Big Man, il est beaucoup plus gentil que ce qu'en aurait fait Milius. Et il y a un autre film qui va suivre, c'est Jugé hors la loi, Life and Times of Judge Roy Bean,
donc qui a adapté une histoire vraie, hein, l'histoire du juge Roy Bean, du coup justement qui était un bonhomme qui n'était pas du tout un juge et qui s'est pointé dans l'Ouest américain, dans un bled fantôme, qui a trouvé un livre de la loi à moitié bouffé par les corbeaux et qui a décidé de s'instaurer juge et de faire la justice comme bon lui semblait, de massacrer à tour de bras d'ailleurs. Milius a écrit un scénario comme ça. Alors, l'histoire est superbe parce qu'au départ il voulait le réaliser justement. Milius avait quand même cette volonté d'être réalisateur très vite. Il voulait le réaliser, il voulait le faire avec Lee Marvin. Et puis il a filé le scénario à Lee Marvin un soir. Lee Marvin qui était complètement bourré et qui du coup qui a laissé traîner le scénario après que Milius lui ait filé. Paul Newman qui passait par là est tombé sur le scénario, a dit putain c'est génial, je veux faire ce truc là et du coup Paul Newman a lancé la machine. C'est John Huston qui s'est retrouvé à être proposé en tant que réalisateur. Milius lui voulait le faire, sauf que il était jeune, on lui a proposé soit beaucoup de pognon pour laisser le scénario et ne pas le réaliser, soit que dalle pour le réaliser, et il a décidé de vendre le scénario à John Huston et à la boîte de prod pour du coup qu'il fasse le film. Alors il explique quand même que du coup donc il regrette tout ça parce que le film a été beaucoup réécrit sur le tournage encore, il se faisait réécrire tout ça machin, que ça ressemble pas à grand chose de ce qu'il voulait au départ. Mais malgré tout, il était présent sur le tournage. Il a passé beaucoup de temps avec John Huston, qui était à l'époque constamment beurré, constamment à traîner et à courir après les jeunes filles, tout le bordel, mais qu'il a énormément appris, même s'il aime pas le film, il l'a redit souvent qu'il aimait pas le résultat, mais que c'est l'une des expériences qui lui a le plus appris en termes de mise en scène en tout cas. Alors, pas de mise en scène, je pense humainement, parce qu'en mise en scène là, c'est vraiment un film où John Huston il s'est pas sorti les doigts quoi. Non, mais en termes de comment gérer certaines situations, parce que malgré tout, même si le film, c'est vrai que c'est loin d'être il y a un générique complètement dingue. Enfin, quand tu vois le générique de ce film, tous les noms qui s'affichent, tu te dis putain, c'est taré. Et le film ne fonctionne pas. Alors que c'est con, mais par contre, il y a constamment dans le film des choses surprenantes. Tu te dis putain, la vache, il ramène un ours, parce que la moitié du film quand même, Paul Newman est en train de parler avec un ours quoi. C'est complètement dingue. Le film reste assez fascinant, il est raté, il est vraiment raté et le rythme ça ne marche pas, ça ne prend pas en fait comme d'autres films de Milius plus tard. Justement, c'est pour ça que je me dis que oui, en effet, lui, il a dû apprendre énormément en termes de mise en scène sur ce film. Ça expliquerait énormément, je pense, pourquoi ces films aussi souvent ne fonctionnent pas. C'est parce qu'il doit se baser sur son expérience de ce film-là, quoi. Et le fait est qu'en tout cas, il est devenu un scénariste star. Il y en avait peu à l'époque. Il y avait lui, il y avait Robert Towne, voilà, et qui vendait ses scénarios une fortune du coup, parce que vraiment c'était des records. Il vendait ses scénarios à un prix record. Et après ça, du coup, après Roy Bean, il a participé, donc comme on le disait, à Dirty Harry en écrivant le scénario, mais en demandant juste d'être payé avec un flingue, parce qu'il passait son temps à regarder un flingue en vitrine, et vraiment il passait ses journées à ça, à penser à ce flingue, et il a dit au producteur, voilà, moi je veux bien écrire Dirty Harry, mais il faut vraiment que vous m'achetiez ce flingue, parce que le temps que vous me l'avez pas ramené, moi je passerai mon temps à y penser à ce flingue et du coup je pourrais pas écrire. Donc il s'est fait livrer son flingue avec une limousine. Il y a une limousine qui est venue lui livrer ce flingue à $2000 et il a passé un peu de temps à regarder ce flingue parce qu'il avait entre les mains et il a écrit le scénario en une vingtaine de jours. Dirty Harry, paf. Et donc forcément avec toutes ces répliques absolument incroyables, et c'est quelqu'un qui a donc des qualités d'écriture absolument incroyables, qui a une langue évidemment hyper fleurie, qui manie des métaphores et un registre de langage qui est assez peu courant dans le cinéma de cette époque-là. Et une connaissance du mythe et de l'histoire. Une connaissance du mythe, de l'histoire, une mobilisation de plusieurs anecdotes toujours assez fascinantes, une façon d'aller toujours dans le côté le plus archaïque, primitif, et puis sa fascination pour la guerre. Ouais, quelque chose de très lyrique qui est là, qui va être pour le coup mis à profit par tous ses copains, voilà, il va d'ailleurs plutôt, enfin même dernièrement, non, ça remonte déjà à loin, c'est lui qui va être il va être script doctor sur plusieurs ça, films, on en parlera Red, plus tard, mais il va continuer. La poursuite de l'Octobre Rouge de McTiernan, Sean Connery appelle les studios disant bah voilà, il est bien mon personnage, mais il y a pas trop de dialogue. Ah bah tiens, j'ai John Milius sous la main, tu veux que je te fasse un monologue? Parce qu'il voulait même pas le faire. Monologue, c'est Sean incroyable. Connery voulait pas faire le film parce qu'il avait pas assez de trucs. Parce qu'il avait pas assez de dialogue. Et heureusement, le producteur avait John Milius sous la main et il a dit à Sean Connery, mais si vous voulez, il y a John Milius à côté. Ah bah s'il y a John Milius qui m'écrit un truc, alors je veux bien. Oui. Alors et puis le monologue voilà est génial, et il y a évidemment cette histoire incroyable des Dents de la
mer de Spielberg, premier long métrage non pas premier long métrage, mais en tout cas évidemment le succès qu'on connaît de Spielberg, le premier énorme succès de Spielberg, où à un moment il voit bien, Spielberg se dit voilà, j'ai une scène là dans le bateau, je sens bien que ça pourrait être un petit peu l'épiphanie de mon film, mais par contre là ça tient en un paragraphe dans le truc, là je pense qu'on peut faire mieux, j'appelle mon pote John Milius, il arrive avec 10 pages, voilà, tiens, moi j'ai une super idée, qui lui dicte au téléphone, 10 pages qui finissent entre les mains du comédien Robert Shaw, qui les élague en je crois 5 pages ou quelque chose comme ça. Alors, on va écouter ça. C'est le fameux monologue de l'Indianapolis, qui est un moment de cinéma hallucinant. On va écouter ça juste pour dire, c'est John Milius lui-même qui raconte ça, hein. C'est que donc voilà, il y avait 10 pages de monologue. Robert Shaw était un poil alcoolique quand même à l'époque. Et il était complètement sous juste avant de tourner cette scène d'ailleurs. Et donc Milius avait écrit 10 pages. Robert Shaw était incapable de retenir 10 pages de dialogue. Et même Spielberg ne voulait pas de toute façon. Il explique aussi dans le documentaire justement Spielberg que ça aurait été un film dans le film. C'était beaucoup trop long. L'histoire était fascinante, c'était génial. Sauf que ça prenait beaucoup trop d'importance du coup. Mais c'était une scène importante. Pourquoi ? Parce que ça expliquait non seulement déjà pourquoi le personnage de Robert Shaw détestait les requins, et c'était, comme tu le disais, une épiphanie pour les autres personnages aussi, quoi, en fait, vraiment. Et ça a créé un vrai lien. À un moment, cette scène était vraiment, dans la deuxième partie du film, qui est la meilleure, d'ailleurs, du film, c'était comment les personnages vont se réunir ensemble, vont enfin s'apprécier, vont être capables de travailler ensemble. Et c'était très important, mais il avait que dalle. Milius leur raconte tout le machin. Alors, Milius dit que, voilà, lui, il avait écrit 10 pages. Par contre, le montage de tout ça, ça revient à Robert Shaw. C'est lui qui a fait les coupes dans le texte et qui a dit ce qu'il avait envie de raconter et qui a même ajouté une ou deux lignes quand même au texte, notamment le fait de quand il parle des yeux du requin. Alors on va écouter justement voilà cette scène qui est exceptionnelle, qui dure 4 minutes. On va enfin pouvoir dans cette émission la passer en entier. On voulait le faire depuis longtemps, comme cette émission, et on se retrouve juste après pour parler un peu encore de John Milius. Et ça, d'où ça vient? Quoi? Ce truc-là, sur votre bras. Ah, ça? Un tatouage, j'ai voulu le faire enlever. Je sais ce qu'il y avait. Je sais ce qui était marqué. Maman. Où t'as eu ça? De toi à moi, c'est quand j'étais sur le cuirassé Indianapolis. Vous étiez sur l'Indianapolis? Qu'est-ce qui s'est passé au juste? Un sous-marin japonais nous a mis 2 torpilles par le travers avant. Voilà, chef. Ça s'oublie pas, ça. On rentrait d'une mission dans l'île de Tinian où on avait livré une bombe. Celle d'Hiroshima, la bombe. 1100 marins à la barre. Le navire coulait en 12 minutes. On est resté sans voir un seul requin pendant près d'1 heure. Tout à coup, un 4 mètres, vous savez comment ça s'évalue quand on est dans l'eau? À ce qui sépare la membrane dorsale de la queue. Mais nous, on n'en savait rien. Le coup de la bombe avait tellement été gardé secret qu'aucun signal de détresse était parti. On est resté 8 jours sans être porté en retard. Aux premières lueurs de l'aube, les requins commencent à rôder. Alors on a formé des espèces de groupes compacts. Dans le genre des carrés qu'il y avait dans les batailles de l'ancien temps. Vous voyez ce qu'ils ont fait à la bataille de Waterloo. Alors on s'était dit, si un requin s'approche de trop près, le premier on se débattra dans l'eau, il gueulera, il se remuera. Des fois ça suffit, et le requin il fout le camp. Mais des fois ça marche pas, il reste là. Si vraiment il s'incruste, alors là attention. Il vous regarde droit dans les yeux. Et je vais vous dire, moi ça a des yeux sans vie, sans rien. Une paire d'yeux tout noirs, des yeux de nounours. Lorsqu'il s'approche de vous, le requin, il fait pas vivant. Jusqu'à ce qu'il vous happe. Là, ses petits yeux noirs, ils deviennent blancs, et alors... Ah, on entend ce cri terrible qui vous perce le tympan. Et l'océan est tout rouge. Et malgré qu'on se débatte, qu'on gueule et qu'on hurle, ça grouille de partout. Et ça vous met en pièces. À l'aube de ce premier jour... 100 hommes étaient morts. Il y avait combien de requins?
peut-être 1 millier d'hommes, je sais pas, mais il en partait 6 à l'heure en moyenne. Le matin du jeudi, je me retrouve tout près d'un vieux copain, il s'appelait Robinson, un type de Cleveland. Dans le civil, un sportif, maître d'équipage. J'ai cru qu'il faisait un somme. Alors je me suis dit, il faut que je le réveille. Il faisait des bonds dans l'eau comme un jouet de celluloïd. Debout. Et complètement cisaillé à partir de la taille. Le 5e jour à midi, M. Hooper, à Lockheed Ventura, nous a vus. Il a fait un rasé et il nous a vus. C'était un jeune pilote, le gars. Plus jeune que M. Hooper. Enfin bref, il nous a vus et il est reparti. On a attendu encore 3 heures et puis un héliporteur s'est pointé et nous a remonté à son bord. Vous voulez que je vous dise? C'est à ce moment-là que j'ai eu les foies. En attendant mon tour. Et de ma vie, je ne remettrai un gilet de sauvetage. Et c'est ainsi que sur 1100 hommes naufragés, 316 survivants furent repêchés. Les requins avaient eu les autres en ce jeudi 29 juin 1945. Enfin, on avait livré la bombe. C'est donc l'extrait des Dents de la Mer, écrit donc ce petit passage écrit par John Milius, qui retravaillera après avec Spielberg notamment pour écrire le scénario de 1941, donc c'est le film qui fait juste après Dents de la Mer, qui sera le plus gros échec de Spielberg. Alors c'est vrai que le film ne fonctionne absolument pas. C'est terrible. Alors que John Hughes, il a un petit mot, je crois, pour dire ça, mais il a essayé de faire une comédie, mais personne n'a jamais rigolé devant Spielberg. Il est pas drôle. Non. Mais pourtant il y a des choses assez, en termes de spectacle, assez fascinantes dans ce film, hein, mais ça ne fonctionne jamais en fait. C'est bourré d'acteurs super, c'est bourré de scènes qui sont assez fascinantes et on sent très bien en plus l'apport de Milius là-dedans, notamment la fascination pour la destruction, les armes. Enfin, tu dis le personnage de John Bellucci par exemple, tu sens bien que voilà, c'est un bonhomme qui a été écrit par Milius. T'as l'impression de voir Milius, même physiquement, il y a vraiment une vraie ressemblance. On sent que voilà, c'est ce genre de bonhomme un petit peu over the top là, qui veulent tout détruire et qui sont à fond dans leur truc. Voilà, il y a un truc qui est vraiment miliusien là-dedans. Mais ça ne marche pas. Rapidement quand même, parce qu'on voudrait parler quand même beaucoup de The Big Wednesday, mais Big Wednesday qui est son 3e long métrage, sachant qu'après du coup avoir écrit tous ces films, l'Inspecteur Harry, Magnum Force, où il collabore avec Michael Cimino, c'est aussi important quand même de dire qu'il a déjà aussi à cette époque-là collaboré avec Cimino par exemple. Il est sorti un peu de cette petite école qui était celle de Spielberg, Lucas, et que Cimino, qui était à part de ce groupe quand même, lui, il a collaboré avec lui à ses tout débuts, avant même que Cimino aussi soit réalisateur justement, à l'écriture du 2e Inspecteur Harry, Magnum Force. Moi je trouve ça assez important quand même, et puis en sachant que Cimino a des idées pas forcément politiques, mais en tout cas morales, qui sont très différentes aussi de ce que peuvent proposer les autres dans cette ambiguïté des personnages, tout ça, ce qu'on retrouve un peu chez Milius. Le fait est que lui, il a envie de faire metteur en scène, et il va aussi, moi je pense vraiment en réponse à l'adaptation qui ont été faites de notamment Roy Bean et Jeremiah Johnson, où ces films normalement devaient être beaucoup plus violents. Il va réaliser du coup son premier film, c'est Dillinger, avec Warren Oates, qui est donc l'un des plus grands acteurs du monde, l'histoire de Dillinger. Et là pour le coup tu sens très bien que dans son premier film, donc il y a déjà les références en plus à John Ford, qui est avec Kurosawa sa grosse influence en termes de mise en scène, même s'il a pas du tout le talent de John Ford, et c'est ça qui je pense le perd un peu, c'est qu'il essaye de s'en inspirer, mais il a pas du tout son talent. Par contre, ce qui ressort vraiment de Dillinger, c'est justement, il rattrape toutes les tueries qu'il n'y avait pas dans les autres films qui ont été adaptés des scénarios, il les fait dans Dillinger. C'est une accumulation de fusillades, il y a une ligne, son scénario, finalement il y a très peu d'événements, en termes de romanesque c'est assez limité. Par contre c'est une accumulation de fusillades, de tueries, de personnages qui au fur et à mesure disparaissent parce qu'ils se font flinguer. C'est assez fascinant, le film est génial, et beaucoup disent de cette époque-là à quel point ça les a influencés. C'est-à-dire qu'après Bonnie and Clyde, il y a eu Dillinger qui là d'un coup imposait une espèce de nouvelle moralité dans le cinéma et une nouvelle mise en scène de la violence aussi, quoi. Évidemment influencé aussi par Peckinpah, c'est-à-dire que Peckinpah est passé par là, mais tu sens très bien que ça a beaucoup marqué tous ces gens qui travaillaient autour de lui, quoi. Puis voilà, lui il se lance dans la mise en scène, c'est ce qu'il veut faire, et Dillinger avec Big Wednesday, je pense vraiment reste un de ses meilleurs films. Il y a 3 grands films dans la filmo de Milius, je pense,
parce que je mets l'Aube rouge un peu à part, c'est quand même limite. Mais Dillinger, en le revoyant, est assez super, et c'est encore une fois un film qui souffre aujourd'hui, par exemple, de ne pas avoir l'importance qu'il mérite, et on trouve une copie DVD qui est quand même pas terrible. Alors que clairement c'est un film qui mériterait d'être vraiment reconnu aujourd'hui, rien que déjà pour ses acteurs. D'ailleurs c'est amusant de voir qu'il récupère des acteurs de Peckinpah que lui-même avait récupéré à John Ford, genre Ben Johnson quoi, qui est super et qui revient dans plusieurs films de Milius. Hein. Il récupère vraiment les familles de ces gens qu'il respecte. Alors Peckinpah il en parle assez peu, mais tu sens très bien de toute façon qu'il a une vraie c'est évident que c'est une vraie référence quand tu vois les travaux qu'il fait avec Walter Hill après sur Extrême Préjudice. C'est évidemment des références à Peckinpah et Peckinpah lui-même qui faisait des références à John Ford, donc tout ça s'accumule et Milius c'est la suite un peu logique vraiment de tout ça. Il aura un vrai rôle de passeur de toute façon, on en reparlera après. Il nous reste assez peu de temps, il faut vraiment qu'on parle de Big Wednesday, et avant de parler de Big Wednesday, on a un petit montage justement. Donc Big Wednesday qui est un film assez peu connu et qui reste l'un des plus beaux de John Milius, qui date de 77, au moment où Spielberg fait Rencontre du troisième type et où Lucas fait Star Wars. Donc c'est le moment où Coppola, donc il y avait le Lion et le Vent, on en parlera un petit peu pendant la deuxième émission, pendant le Big Wednesday j'imagine, mais en tout cas voilà, c'est le moment où il sort du Lion et le Vent qui est du coup un gros film avec Sean Connery, voilà, un film à grand spectacle, et donc il se dit bon bah voilà, maintenant je vais faire un vrai film d'auteur où je vais parler de ma vie, parce que voilà, je suis un ancien surfeur, voilà, je vais raconter le trajet d'ancien surfeur à travers des saisons, c'est plusieurs années, mais le film est structuré en plusieurs saisons. Voilà, l'anecdote qui est toujours absolument géniale, c'est qu'au même moment, sur cette année-là, Spielberg prépare Rencontre du troisième type, George Lucas prépare Star Wars. Ils sont copains, ils disent bon, voilà, il y en a ras-le-bol des studios. On n'a peut-être pas assez dit qu'à cette époque-là, voilà, ils ont les portes ouvertes des studios aussi parce que les studios ne savent pas quoi faire pour attirer des gens en salle. À ces moments-là, les grosses productions des studios se plantent toute la gueule. On est au moment où les studios subissent une concurrence massive de la télévision. C'est pour que ces gens-là, finalement, on leur a offert des ponts d'or pour pouvoir offrir leurs nouvelles idées, parce qu'il fallait vraiment apporter du sang neuf, parce que les studios, les gens à leur tête, ne savaient pas ce que le public voulait. Ils ont pris le succès d'Easy Rider en plein dans la gueule. Ils se disent comment se fait que ce film fait avec des briques et que dalle, ça a pu marcher. Les studios sont en panique, voilà, les gens rentrent dedans. George Lucas prépare Star Wars, et donc il prépare les années 80, Spielberg aussi, voilà, ils s'échangent tous un point de pourcentage sur les recettes de leurs films en solidarité, parce que les studios commencent un petit peu à mettre le nez dans cette affaire un petit peu lucrative, et ils commencent à être un petit peu désespérés. Voilà, Rencontre du troisième type sera un grand succès, Star Wars sera le succès qu'on sait. Graffiti Party sera un échec total, c'est maintenant un film culte, particulièrement chez les surfeurs et de façon dans des cercles un peu plus élargis. Mais voilà, c'est un film absolument somptueux, évidemment. Voilà, on passe un petit montage avec beaucoup d'extraits du dialogue du personnage de Beer, incroyable. Mexico! Surfboards! Women! Guys! Will you quit waving that thing around you? Put it down. We will take all of Tijuana. We will have cerveza. We'll have fiesta. In the old days, I remember a wind that would blow down through the canyons. It was a hot wind called a Santana, and it carried with it the smell of warm places. It blew the strongest before dawn across the point. My friends and I would sleep in our cars, and the smell of the offshore wind would often wake us. And each morning, we knew this would be a special day.
approchaient les vagues du matin, fatigués, nous allions voir Ours dans sa baraque, sur la vieille jetée. Ours fabriquait nos planches et nous racontait des histoires merveilleuses. Il savait d'où venaient les vagues et pourquoi elles venaient. Pour nous, comme pour les anciens de la planche, Ours, c'était Dieu. Et Matt était un crack même quand il avait mon âge? Il faudrait bien lui ressembler, hein. Ouais. Il est très fort. Et Jack Barlow aussi. Et Leroy aussi à sa façon. Remarque, un peu plus d'expérience lui ferait pas de mal. La graine de champion, à condition qu'il continue. Ces types sont tellement mordus qu'ils font du surf jusqu'à la mort. Y a personne qui va jusque-là. Habiter loin de l'eau, vivre en bourgeois avec un toit sur la tête, se marier, divorcer, le cirque habituel, quoi. La vie des cons. Commencement de la fin. Ils vont démolir la jetée, Jack. Et on vivra tous sous la loi de messieurs les maîtres nageurs. Ils sont déjà à l'œuvre, à la pointe. Dis donc, devine ce que j'ai vu pendant l'heure du déjeuner. Une petite maison à louer. On pourrait s'y installer tout de suite. Non, ce serait trop risqué. Mais ce ne serait pas risqué, nous pouvons le faire. Cette année, nous avons gagné 2 fois plus d'argent que l'an dernier. Je peux prendre votre commande? Oui, 2 hamburgers fromage et 2 coca. Prenons aussi... Non, nous sommes contre. On sert pas ces machins ici. Et quel machin? Bah, la viande, on mange pas la chair des animaux, car on leur refuse pas une âme. Alors on se contentera de 2 coca. Ah, c'est mauvais pour ton karma, frère. Hé! Premièrement, je suis pas ton frère. Deuxièmement, arrête cette musique à la con. Père! Un petit montage donc sur la musique magnifique de Basil Paul Doris, qui a évidemment suivra pas mal John Milius parce qu'il fera une des meilleures BO de tous les temps, celle de Conan le Barbare, mais la BO de Big Wednesday, Graffiti Party en VF est absolument délirante également. Donc Graffiti Party évidemment parce que c'est un film retitré par les Français pour rappeler le succès de George Lucas. Ça se faisait déjà à l'époque, oui, voilà, American Graffiti. Ça n'a évidemment rien à voir en français. Big Wednesday, le grand mercredi, nom d'une date espérée ardemment par tous les surfeurs de Californie, un moment absolument béni qui arrive tous les 15 ans où des grosses vagues, des déferlantes nord-ouest, force de 5 à 6, enfin bon, météo marine machin, arrive. Ah, voilà, un film complètement, enfin vraiment hyper émouvant, à la fois un petit peu ridicule. J'ai envie de revenir un petit peu quand même sur Le Lion et le Vent, c'est-à-dire que là pour revenir sur ce truc de John Milius, qui à une époque dans les années 70 où on est plus quand même dans un cinéma de l'anti-héroïsme, du déboulonnage en règle des grandes figures. Au contraire, John Milius, et il en avait vraiment fait la preuve particulièrement dans Le Lion et le Vent. Déjà Dillinger était un petit peu spécial, si tu veux, c'est pas du tout Bonnie and Clyde en fait. Dillinger, c'est vraiment non, là le personnage est un gangster, sa némésis Melvin Purvis est une sorte de shérif. Voilà, ils construisent, ils sont conscients de leur propre légende, de leur propre historicité presque. Et Le Lion et le Vent, on va avoir un défi à distance entre Theodore Roosevelt, donc le plus grand président belliciste américain, et Ray Souli, incarné par Sean Connery, qui est un type au Maroc qui se dit putain, les Chèques et les Sultans ils se font baiser par les Européens, il y en a marre. Donc une sorte de duel en distance comme ça, mais qui a l'air finalement qui a été pas mal attaqué à l'époque, et on peut toujours regarder ça de façon un peu circonspecte pour voilà, il y a l'interventionnisme américain qui arrive et qui est filmé avec beaucoup de une sorte de chanson de geste. Encore une fois, on est toujours dans une chanson de geste chez Milius, et l'intervention américaine militaire des États-Unis va être filmée avec beaucoup de grandeur. Lui, John Milius, ce qui compte, c'est le geste héroïque. Finalement, la cause importe peu, ce qui fait que ça le sauve toujours du truc très droitier, c'est qu'il y a une sorte de sentiment de l'absurde chez Milius. C'est que voilà, c'est des bonhommes qui de toute façon veulent juste s'accomplir dans la guerre, qu'importe la cause. Voilà, on va filmer juste voilà des bonhommes qui vont s'enfoncer dans une sorte de code qui va les faire arriver jusqu'au bout d'eux-mêmes, et surtout par la guerre. Et finalement, le Graffiti Party, là où ça détonne dans toute sa filmographie, c'est que c'est son seul film qui ne traite pas de la guerre. Finalement, tous ses films traitent de la guerre. C'est toujours des figures de guerriers. Là, on a des figures de surfeurs. Là
où ça ne dépareille pas, c'est que les surfeurs sont filmés comme des guerriers. Le film. Attends, est-ce qu'il y a même un truc dans Big Wednesday, c'est quand même toute une séquence où justement ils sont appelés pour aller au Vietnam, il y a ça, et ils luttent pour trouver un moyen de ne pas y aller, mis à part un des personnages qui est montré comme étant le plus droit moralement, qui lui ne cherche pas un moyen de faire semblant de ne pas pouvoir aller au Vietnam. Voilà, il y a ça. Après, il y a aucune scène de guerre. Voilà, il y a une grande scène burlesque qui 13 années 70 où chacun trouve des techniques, voilà, pour ne échapper à l'enrôlement obligatoire. Un film qui se passe, c'est une fresque, hein, ça se passe sur plus de 10 fresque, ans. voilà. En fait, ce qui est absolument drôle, enfin qui pourrait être drôle. Moi, je sais que quand j'avais découvert ce film-là, il y a déjà pas mal d'années, je m'étais fendu la gueule parce que voilà, ça commence quand même sur des plans de vagues avec une voix off qui dit qui sait d'où vient le vent, est-ce le souffle de Dieu, voilà, des bonhommes qui sont complètement aspirés par toute cette idéologie du surf qui est quand même un petit peu gerbante, en même temps assez belle, et là qui est pris sans aucune pincette par Milius, qui y va vraiment à fond. On est vraiment dans une musique absolument lyrique. On pourrait croire film de surf, on va voir les Beach Boys. Non, pas du tout. On est dans la musique symphonique. On pourrait espérer l'intro de Top Secret. Mais oui, c'est ça. Des as avec des surfeurs avec des flingues. C'est ça. Après, c'était encore une tradition du cinéma hollywoodien. Il y a eu beaucoup de films de surf qui sont tous oubliés parce qu'ils étaient tous nazes. Il y a eu des films de surf avec Doris Day, machin, des trucs très pourris. Là, qui exploitait toujours cette veine aussi de la musique californienne. Là, lui, mais là, on est en 77, il prend de la musique symphonique. Hein. Il fait c'est 77, et là, il filme ces gens-là comme si c'était des héros. Hein. C'est très parlant dans la séquence introductive où les bonhommes descendent avec leurs planches de surf à travers les ruines d'un escalier qui sont filmées comme l'Olympe. Hein. En gros, c'est ça, c'est des ruines grecques, des ruines antiques, et où avec une voix off surplombante, ils descendent avec leurs planches sous le bras. S'ils descendaient avec des épées à deux mains, ça serait exactement la même chose, pour affronter la nature, combattre, se mesurer avec la force, les forces telluriques. En gros, c'est ça. Et on va suivre à travers 4 saisons l'évolution de ce groupe, ces gens qui meurent au combat au Vietnam. Évidemment, le film ne va jamais au Vietnam, hein, mais voilà, on va avoir des gens qui meurent. Il y a une sorte de très grande justesse dans ce film sur cette époque-là, et toujours est absolument fascinante parce qu'elle est filmée du point de vue de Milius, qui est complètement, encore une fois, anachronique par rapport à l'époque. Il va complètement mettre en exergue le point de vue, enfin en tout cas la stature morale d'un personnage qui, comme on l'a entendu dans l'extrait, déplore qu'on arrive à une époque des maîtres nageurs, donc une sorte d'arrivée de société du contrôle. Il va complètement déplorer l'arrivée des hippies, complètement débiles. C'est un truc qui reviendra dans Conan le Barbare. On peut vraiment voir l'ennemi de Conan le Barbare comme une sorte de secte de Charles Manson, hein, de hippies. Et lui, il est dans quelque chose où on est dans une sorte de geste guerrier. Le film est absolument splendide visuellement. Je pense que c'est avec Conan le Barbare le plus beau visuellement. Le Lion et le Vent avait une certaine beauté, mais surtout peut-être dû à la musique de Jerry Goldsmith. Il y a quelques fulgurances de mise en scène, mais ça sera toujours où on dit voilà, le bas blesse toujours chez John Milius, parce que on n'est jamais trop à la hauteur du potentiel de épique et lyrique de ces scénarios. Là, je pense qu'en prenant un petit sujet comme ça et en le transfigurant par une mise en scène toujours à propos, toujours plein de justesse, et puis une musique de Basil Paul Doris assez épique, il arrive à faire un objet qui est assez très beau et hyper fascinant. Ouais. Il va malheureusement falloir qu'on se quitte pour cette première partie. On va se retrouver très vite de toute façon pour une deuxième où on reviendra notamment sur Conan et puis sur le reste de sa filmographie. Je crois qu'on n'a même pas dit que John Milius était de droite. À aucun moment. Mais parce qu'il n'est pas de droite. On n'a pas dit qu'il était juif non plus. Le juif nazi. Mais voilà. On va se quitter avec un extrait du Lion et le Vent. Donc sa deuxième réalisation avec Sean Connery, comme on l'a dit, et John Huston, d'ailleurs aussi en tant qu'acteur. Hein. C'est comme quoi il a été assez important quand même. John Huston, bon, il a joué à cette époque-là. Bref, c'est pas En tout cas, on va se quitter avec un extrait du Lion et le Vent. On se retrouve très vite pour la deuxième partie de cette émission spéciale John Milius. Merci à vous de nous avoir écoutés. Retrouvez tout ça sur le site de Canal B, bien évidemment, ou sur Facebook. Et désolé pour les gens qui n'ont pas Facebook. Merci Antonin, merci à vous de nous avoir écoutés. Et on se quitte avec cet extrait en version originale, si je dis pas de bêtises. Version originale. D'une lettre à l'ennemi du Lion et le Vent. Lettre de Theodore Roosevelt à Horace Sully. Des bisous. À très vite. Ciao. To Theodore Roosevelt. You are like the wind, and I like the lion. You form the tempest, the sand stings my eyes, and the ground is parched. I roar in defiance, but you do not hear.
But between us there is a difference. I, like the lion, must remain in my place, while you, like the wind, will never know yours. Muley, Ahmed, Mohammed, El Raisuli the Magnificent, Lord of the Rif, Sultan to the Berbers. Great Raisuli, we have lost everything. All is drifting on the wind, just as you said. We have lost everything. Sharif, is there not one thing in your life that was worth losing